Zulflawan, Mr. Khair alaikum. Bonsoir tout le monde. Bienvenue encore une autre fois à notre émission Retro News Algérie. Donc, une émission qu'on tient de manière hebdomadaire pour présenter l'actualité de la semaine et débattre des points chauds de la semaine. Avec moi toujours Youssef Farzoug, ancien rédacteur en chef du journal Le Matin, journaliste. Comme d'habitude aussi, notre ami Mohamed Bakir, militant et chroniqueur. Et notre invité d'aujourd'hui, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous, c'est Tariq Mira, un ancien parlementaire du RCD, auteur. Il a écrit son livre le plus récent, c'est Abdrahman Mira, Un destin brisé, édité par Thafat Essai. Donc, on va essayer il va nous parler de son livre et aussi on va profiter de ses connaissances sur le Vaout. On va lancer un débat sur le Vaout 56 et comment on essaye de comprendre comment s'inspirer du Vaout 56 justement pour construire cette Algérie démocratique revendiquée par le peuple durant le Hirak surtout. Donc, la période du Hirak lancé le 22 février 2019. Donc, c'est l'occasion, nous avons parmi nous M. Tariq Mira. Il a écrit un livre sur son père, Abdrahman Mira. Je pense que c'est colonel, Abdrahman Mira. Oui, à titre posthume, il a terminé. Quand il est mort, il était commandant, mais chef du Wilaya. À titre posthume, on lui a donné le grade de colonel. Le grade de colonel, c'est quelqu'un qui a été un parmi les dirigeants de la Wilaya 3. Donc, son fils Tariq Mira, il a rédigé un livre pour faire retracer l'histoire de son père, donc à travers un livre, Abdrahman Mira, Un destin brisé. Je ne pense pas qu'on peut le trouver sur Amazon, mais il se vend en Algérie, je pense qu'il est en France. Hein. Donc, c'est ça. En France, pas officiellement. Bon, j'ai envoyé ce que j'ai pu envoyer pour les amis afin de vendre. Moi, j'ai déjà fait une vente dédicace et j'en ferai une autre le 31 août. C'est comme ça qu'il circule en France en attendant de trouver une meilleure issue pour cela. Alors, j'écris ce livre-là. D'abord, c'était dans mon esprit depuis fort longtemps. Seulement, il y a deux difficultés. La première difficulté, c'est de trouver les archives. Jusque-là, j'ai fait mon travail sur des témoignages oraux. Il y avait très peu de trucs écrits, quoi, de documents écrits. La deuxième chose sur laquelle je devais absolument faire attention, c'est de ne pas prendre parti. C'est très difficile de parler de son père et de mettre de côté ce sentiment-là, parce que c'est mon père. Moi, donc quand les archives se sont ouvertes et qu'il y avait possibilité d'aller les chercher, de les photocopier et tout ça, ou de trouver des aides chez d'autres amis, d'autres camarades qui travaillent dans ce domaine-là. Donc là, ça m'a facilité beaucoup les choses. Ça s'est fait très rapidement après. Voilà, donc j'ai buté sur deux choses que j'ai surmontées. Mais pourquoi donc je devais écrire? Je devais écrire sur mon père parce que, d'abord, je crois que c'est une thérapie pour moi. Parce qu'on vit, on vit cet homme-là courageux, un héros et tout ça, comme étant un héros et tout ça. Donc ça pèse lourdement sur toi. Et puis donc il faut rompre le lien ombilical, non pas du point de vue politique ou d'engagement et tout ça, mais du point de vue psychologique. Et la deuxième chose pour laquelle j'ai écrit ce livre-là, c'est que tous les héros, tous les chefs de la Wilaya 3 ont eu leur biographie, que ce soit Karim Belkacem, Mohamed Saïd, Ousmane Amiroche et Mohamed Oulhaj. Peut-être même Yazouran Saïd aussi, si Rouche a été chef de la Wilaya 3 deux ou trois mois. Je ne sais pas si lui il a bénéficié d'une biographie ou non. Donc tout ça
m'a conduit à l'écriture de cet essai, que je suis en train d'augmenter d'ailleurs, parce qu'il y aura une deuxième édition corrigée, augmentée. Je pense que ça, les débats ne sont pas encore terminés pour dire à peu près ce que par quoi je dois compléter, quelles sont les informations nécessaires pour compléter ce travail. Les premiers échos sont plutôt favorables. Beaucoup de gens ont loué le fait que ils m'ont trouvé que j'étais neutre dans la description du personnage Mirab Dahman, bien qu'il soit mon père. Je pense que j'avais une dette morale envers ce père, qui n'a pas eu quelqu'un pour le défendre. Je l'ai fait. Donc voilà. Et maintenant, dans ce livre-là, j'ai aussi parlé, j'ai voulu parler de ma mère, parce que les femmes ont enduré, parce que les femmes des Moudjahidines ont enduré. On parle plutôt de ces héros-là, mais on oublie celles qui étaient derrière et qui souffraient le plus. Donc, Abdelrahman Mira, il est né à Tazmalt, à Tmdikesh, c'est ça? Alors, il est né en 1922 à Bounda, bien qu'il soit originaire de Taralat. Bounda, c'est dans les Bibans, alors que Taralat, c'est le versant sud du Georgia, dans la haute vallée de la Soumam. Donc, par le fait du hasard qu'il soit né à Bounda, mais il est effectivement d'Ethmlikesh, Tazmalt Ethmlikesh, quoi. Il est né en 1922. Il a participé à la guerre de libération et tout ça. Il était tout ça, bien sûr. C'est un personnage assez atypique d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui aime la vie, c'est un bon joueur de poker, pas tout le monde le savait. Son café en France, à Aubervilliers, 42 boulevard Félix Faure, on militait et on jouait aux cartes aussi. Donc, c'était pas contradictoire pour lui. Donc, il s'est engagé, il a fait son service militaire en 1941, il est parti en France en 1947, et tout de suite après, les événements du 8 mai 1945 l'avaient marqué, mais il n'avait pas saisi l'amplitude et l'ampleur de cet événement comme il fallait. Quand il est parti en France, d'abord il a travaillé dans les mines, ensuite il a acquis un bistrot pour lui. C'est cette contradiction entre une métropole riche et une colonie pauvre pour les Algériens, qui a accéléré la maturation chez lui pour devenir militant. Et il a été militant depuis 1947. Et dans ce militantisme, il est devenu chef de section du 19e arrondissement. Du MTL. Après, il est revenu au bled, hein, c'est ça? Il est revenu au bled. Il est revenu au bled, il faisait le va-et-vient, et d'ailleurs il était encarté en quelque sorte, entre guillemets, encarté à la fois à Aubervilliers et à Tazmalt. Et à Tazmalt, à cette époque-là, donc avant la guerre de libération nationale, il y avait un grand chef, et méconnu, mais c'est l'Arboul Psil, qui à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années qui précédaient la guerre de libération nationale, et il a été le grand chef en quelque sorte du MTLD dans la Soumam, et qui a été arrêté. Il a fait une grève de faim retentissante à l'époque de 28 jours à la prison de Skikda. Il a été libéré, et ensuite il a été élu membre du CNR, du Conseil national de la Révolution. Et lui, il était resté fidèle à Messali Hadj. Rappelez-nous le nom, on l'avait mal entendu. Le nom Oulpsir Larbi. Oulpsir Larbi. Oulpsir Larbi. C'était dans la vallée de la Soumam, c'est lui qui était à la tête du PPMTLD. Alors, c'est-à-dire qu'on va laisser les lecteurs découvrir le personnage, laisser la curiosité au lecteur de découvrir le personnage dans le livre et tout ça, et aussi lire le livre, parce que c'est ça l'objectif quand il est publié. J'aimerais bien savoir quelle était son implication durant le congrès de la Soumam.
Parce que j'ai vu Ah, son nom dans la littérature. Il a contribué, il était présent au congrès de la Souma. Dans C'est intéressant que Tarek nous donne la vente dédicace, c'est où et quand est-ce et à la quelle heure. vente dédicace, c'est le 31 août à 18h, donc dimanche 31 août à 18h, chez Youssef, comment il s'appelle le café là? Zérem. Chez Youssef Zirem. L'impondérable. Pardon? Chez le café L'Impondérable. L'impondérable, absolument. C'est la rue des Pyrénées, je ne me souviens plus de l'adresse exacte, mais bon, c'est facile. L'impondérable, on va tout le monde peut trouver. Donc, dimanche 31 août à 18h. Je vais présenter le livre. Bon, mon père, par rapport au congrès de la Soumam, c'est lui qui a été le responsable de la sécurité extérieure du congrès. On l'a chargé de créer, comment on appelle ça, des diversions. Des diversions pour attirer, pour empêcher l'armée française de découvrir l'endroit exact où va se dérouler le congrès. Mais bien avant ça, c'est lui qui a ramené la délégation à partir de Palestine jusqu'à chez nous, parce qu'ils sont restés longtemps chez nous à Gethmlikish, dans 2 villages, Tharalat, le village de mon père, et Sevoudé juste à côté. Il y a un enregistrement, il y a un témoignage de Mohamed Sherif Aourar, qui était la liaison de Wilaya, qu'on peut retrouver dans YouTube, qui est formidable. Il a bien résumé la situation. Donc, ils sont restés à peu près une dizaine de jours chez nous à Taralat et tout ça. Et le 22 juillet, ils sont descendus. Alors, ce jour-là, le 22 juillet, ils sont descendus de la montagne vers la plaine vers aller Bnei Abbas rencontrer la délégation qui venait du nord constantinois et surtout de se retrouver devant le tombeau de Al-Muqran, il Hajj Mahdam Zennat Al-Muqran, à Bnei Abbas. Et quand ils sont arrivés sur la route nationale 26, au sud de Tazmat, le fameux mulet, dont on dit que Yves Courier en a fait un mythe, le fameux mulet s'est enfui, mais il est mort. Comment on appelle ça? Le mulet est mort dans cet accrochage-là. Et il est resté 3 jours là sur place. L'armée française a pris comment on appelle ça, les documents, mais ils ont rallié Bougeline, ils sont passés. Alors comment est survenu l'incident? Normalement, tout est bien surveillé. Tous les 100 mètres, il y avait des moudjahidis. Tous les 100 mètres. Depuis Tharalat, descendre de la montagne 12 km, la plaine, traverser la route nationale, puis Sif Abbas, et puis remonter un petit peu pour Vougelie. Donc, tous les 100 mètres, il y avait des moudjahidis. Et tu ne passes pas si tu ne donnes pas comment on appelle ça, le mot. Le mot de passe. Le mot de passe ce jour-là, c'est Agentur de Força. Agentur est une force. Agentur de Koua. Agentur est une force. Agentur, c'est un village de chez nous qui s'appelle comme ça. Donc on descend, on traverse la route nationale, puis puis Sif, et puis on va se retrouver à Bougelil. Et là, une drésine, vous savez ce que c'est que la drésine? La drésine, c'est comme un wagon qui a un moteur et qui passe en premier pour savoir s'il n'y a pas de mine. Et s'il n'y a pas de mine. Cette drésine-là qui surveille normalement le truc, elle est tombée en panne. Elle elle était là sur le chemin de fer en attendant qu'on la dégage et tout ça. Donc les Moudjahidines n'avaient pas en tête que la drésine pouvait être là. Et c'est comme ça que les soldats ont tiré. Il y avait la réplique des nôtres et le mulet est parti. Le mulet est parti avec les documents. Et ils n'ont pas eu le temps d'exploiter tous les documents. De toute façon, l'urgence, c'était pour les maquisards de la Wilaya, pour la direction qui allait se réunir, c'était de trouver un autre endroit. C'est grâce à Merouche, Hassi et mon père,
ont été chargés de trouver un refuge, un truc de substitution. Ils ont trouvé chez Bouguermouh à Ifri. Et pourquoi chez Bouguermouh? Parce que tout simplement à l'époque, c'était impossible d'avoir pratiquement une maison avec des toilettes, et cette maison-là avait des toilettes. Donc ça arrangeait les choses. C'est aussi simple que ça. Et donc, C'est facile d'organiser c'est-à-dire quand on voit un congrès qui s'organise maintenant, on voit des gens prendre la parole, on voit des gens réfléchir, mais on oublie les organisateurs derrière, hein, la logistique, les la organisateurs, la sécurité. logistique, ce qui est incroyable, est un exploit monumental, c'est comment ils sont restés autant de jours chez nous à Ethnikesh et autant de jours à Gauslegen. Ils sont partis tous le 2 septembre. Donc pratiquement, ils ont passé le mois d'août en Kabylie et puis repartir le 2 septembre. Alors, c'est un exploit hors norme qu'il n'y ait pas, qu'aucune information n'est sortie de là. On avait, s'il y avait des accrochages, s'ils avaient les renseignements, on aurait fait un grand ratissage et puis l'affaire est classée. Et la révolution peut-être serait morte ce jour-là. Mais ça, je crois à l'époque, à l'époque, on ne pouvait pas réaliser l'immense exploit qui vient d'être réalisé. Mais maintenant, avec le recul, c'est plus qu'un immense, c'est quelque chose de considérable. Quand il y avait. Alors, j'ai le témoignage à l'époque d'un ami qui s'appelait Boujma et qui était enfant. Il m'a dit, lui, il est de Tavouda. Il m'a dit, j'ai jamais vu autant de soldats. Il y en a autant de djounoud de ma vie. Et voilà un groupe qui vient, voilà un groupe qui sort, voilà un autre qui. Eh bien, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense qu'il faudrait saluer, maintenant encore, il faut saluer cet exploit. Et les gens qui l'ont organisé. Amirouche a été le coordinateur entre les services de sécurité et les rédacteurs, parce que les rédacteurs étaient sur place, ils travaillaient. Alors, quelle était l'appréciation des gens vis-à-vis de, selon Awra Rahman Sharif, qui est mort il y a 4 ou 5 mois, il dit que Karim El-Qassim avait son journal Le Monde, il se procurait Le Monde, on lui procurait le journal Le Monde. Abban était plus à l'aise, plus à l'aise, mais on sent que c'est un personnage sévère. Ouais, bon. Amran qui était blessé, il était blessé au mollet. Amran était beaucoup plus, comment dire, détendu. Il avait de l'humour et tout ça. En tout cas, ça s'est terminé. Vous étiez 6, Pardon? non? Vous étiez 6, non? Il est du Sud. Ils étaient 6. Ils étaient six congressistes. Non? Oui. Il y avait Ben Mehdi. Il y avait Abban. Il y avait Karim. Il y avait Ouzgan. Omran 026. Amar Ouzgan, non, secrétaire, je crois. Pas le secrétaire, c'est Amr Ouzgan, il a travaillé sur la Le charte. document. Sur le document. Mais l'équipe de la saisie à Ouzlegen, c'était Tahar Amirouchen, futur secrétaire général de la Wilaya 3, qui était greffier au tribunal de Bougie. Il y a un deuxième greffier, Saleh El-Hussein. El-Hussein Saleh, qui est greffier à Al-Qsa. C'est ceux-là qui étaient les chevilles ouvrières, en quelque sorte, de la rédaction sur place. Et il y avait ceux de l'équipe de la saisie, il y avait Bouguer Mohlounas, il y avait Rachid Dajaoud qui a donné de ce dour. Voilà. Et Mohamed Saïd, à la fin du congrès, il a improvisé un discours au village d'Imiliwin. Il a dit que en arrivant à tenir ce congrès, nous avons vaincu l'ennemi. Personne ne nous arrêtera
dans ce pays-là. Là où nous sommes chez nous. Et partout en Algérie, nous sommes chez nous. Voilà. Et on a Tariq, donné. Oui, Tariq, ça il y a, c'est politique, hein, mais l'ambiance générale. ouais, il y a une question qui me tient à cœur, et c'est une question que les Algériens veulent aussi comprendre. 57, le 20 août 56, 20 août 55, le Nord constantinois, Zéro Youssef, qui était à la tête de l'organisation d'un soulèvement contre les colons, contre les Français, contre les musulmans, les Algériens qui étaient soumis aux colons. Ça, c'est un événement. Et la littérature évalue ça après de 10 000 victimes. Après la réaction de l'armée française, il y avait eu de 10 000 à peu près, autour de 10 000 morts algériens dans cette affaire-là, selon les estimations. Selon d'autres, il y a 2 000, il y a 3 000, entre 3 000 et 5 000. Mais le 20 août 56, il est venu. Le 20 août 56, il est venu. C'est un autre événement qui est venu structurer, organiser la révolution. Alors, pourquoi le pouvoir actuel de 62 à ce jour essaye de créer l'amalgame, essaye de créer la rivalité entre les deux événements en les présentant comme si le 20 août 55 va masquer le 20 août 56. Pourquoi le pouvoir arrive à faire ça alors que ce sont des événements complémentaires dans la chronologie, en termes de chronologie? Bon, d'abord, on ne va pas parler de la perception d'aujourd'hui, l'époque déjà. Lorsqu'ils se sont séparés le 1er novembre 54, ils se sont dit, on va se revoir dans moins d'une année pour faire le point. Ensuite, tout de suite, il y a eu la mort de Ben Boulaïd. Et la future wilaya de Nord constantinois n'avait plus aucune information, ni de la 1, ni de la 3, ni de la. Donc, ils ne savaient pas quoi faire. Ils n'avaient plus le lien, ni avec la wilaya 1, ni avec la 3, ni avec la 4. Il était isolé, et donc Zéro Youssef, il se dit comment je vais faire pour sortir de cette impasse-là. Donc, il a décidé d'appeler au peuple, mais à quel prix? Le coût a été terrible. Le coût, c'est des milliers de personnes qui ont été tuées. Et donc, ça posait le problème au niveau de la direction du FLN, au niveau d'Abben, par exemple. Ça, ils n'ont pas du tout admis qu'on ait envoyé la population à la boucherie. Donc, ça c'est un problème. Ce problème-là a été exposé au Congrès. Et qu'est-ce qu'a répondu la Wilaya 3? Vous voulez qu'il n'y ait pas de sang? Vous voulez nous punir pour ça? Ah ben, on demande la même chose pour la Mer Rouge qui a fait la Nuit Rouge de la Souma. Oui, c'est la Wilaya 2, Tariq, Wilaya 2. La Wilaya 2, La Wilaya 2, dans ses équipes, Bantouba le dit, si c'est comme ça, vous nous donnez des comptes sur le massacre de la Souma par la Mer Rouge. Et on va payer pour ça, comment ça s'appelle? La Wilaya 4, et le massacre des soldats français qui ont été arrêtés et qui ont été tués. Alors tout ça, là, on critique tout le monde ou on absout tout le monde. C'est logique. C'est comme ça qu'on est arrivé à un consensus. Deuxième élément, en dehors de cet aspect-là, c'est l'aspect de la négociation. Chez les Algériens, accélérer aussi la formation du FLN et asseoir son autorité, c'était pour négocier. En France, en 1956, on commençait à parler. Guy Mollet était venu à Alger dans la perspective de négociation. Puis ça a mal tourné. Il a été foudroyé par les pieds noirs. Mais en tout cas, la perception chez nous, c'est qu'en 1956, on va négocier.
Il faut avoir une structure. Bon, entre autres. Mais fondamentalement, le congrès de 56, c'était un congrès pour donner à la fois des institutions, donner une orientation et tracer déjà les futures fondations de l'État national souverain. Tu m'excuses, juste juste un mot, seulement ça. C'est vrai, il y avait 6 questions. Il y avait aussi, pour dépasser aussi le pouvoir personnel, en même temps, la question aussi d'appartenance, ça veut dire par rapport à des pays étrangers, pour dire que la révolution algérienne, elle est algérienne, n'est pas ni celle de Moscou, ni des États-Unis, ni de Paris, ni de l'Égypte. C'était cette conception. Et je voulais rajouter, par rapport à la sécurité et pouvoir tenir ce congrès, le commandant Asdé me disait en 98, il me dit, on a réussi à faire un congrès pendant la colonisation sur les terres algériennes, mais le congrès de Tripoli à l'indépendance, on l'a fait à Tripoli, à l'extérieur. Il a raison parce que vraiment, c'est un exploit hors norme. Et qui dit autre chose de capital, c'est qu'il y avait l'adhésion de la population, du peuple. Parce qu'on ne peut pas tenir un événement de cette nature et de cette importance-là sans qu'il y ait une adhésion. Rester combien de jours à Etmlikish et rester autant à Ouzlegen, c'est vraiment extraordinaire. Il n'y a pas quelque chose qui... C'est vrai qu'ils se sont rendus compte après, lorsqu'ils ont quitté les Liban, il y avait une opération, dirigée par le général Etchegaray, mais c'était déjà trop tard. Ils sont partis. Si tu permets, Kamal. Vas-y, Mohamed, le débat est ouvert. Hier, tu m'as posé la même question. J'étais dans un cadre où je ne pouvais pas répondre à la question parce que j'abordais un autre sujet ça aurait été déplacé de répondre à la question. Mais aujourd'hui, je peux répondre à la question. En vérité, cette histoire de double anniversaire, 55, 56, il y a des enjeux mémoriels derrière. Quels sont ces enjeux-là? C'est toute l'idée de la démarche politique, c'est-à-dire que la lutte de libération a été une lutte pour un objectif politique, et le mythe d'un combat qui pouvait être victorieux sur le plan militaire. Par anachronisme, un certain nombre de courants essayent de reprendre une revanche sur la déclaration du 1er novembre et la déclaration de la Soumam, qui toutes les deux ont fixé un objectif politique, parce que la déclaration du 1er novembre pose la perspective des négociations pour l'indépendance, et la Soumam confirme cet objectif. Donc il y a une solidarité, il y a une concordance entre la déclaration du 1er novembre et la plateforme de la Soumam sur le fait que la lutte algérienne devait aboutir à des négociations avec la France. Ça veut dire qu'il fallait établir un rapport de force qui ramène la France à la table des négociations pour obtenir l'indépendance. Mais il y a la vue romantique, mythique, etc., du grand djihad qui serait victorieux, du grand djihad qui aboutirait à vaincre une puissance mécréante, etc. Et lorsque les événements du nord constantinois sont survenus, Tariq l'a bien dit, il y a eu un nombre incommensurable de morts, mais il faut bien le dire, il y a eu un nombre incommensurable de morts du côté français, des colons, des civils français, et la répression, la vengeance coloniale a été décuplée. Elle a été décuplée. À ce moment-là, déjà, la méthode n'avait pas l'aval de la direction du FLN, mais la direction du FLN à Alger a distribué des tracts pour condamner la répression coloniale et pour souligner son caractère abject, son caractère démesuré, etc.
Mais au congrès de la Soumam, le débat, ça a été de définir le mode d'action militaire. C'est quoi mener la lutte armée pour ramener la France à la table des négociations. En vérité, ce mode-là avait été tranché auparavant parce que le 1er novembre, il y a 2 documents. On entend toujours parler de la déclaration de l'appel du 1er novembre, l'appel au peuple algérien, au nom du FLN, mais cet appel-là, le même jour, il y avait l'appel de l'ALN. Et l'appel de l'ALN, c'était un appel aux Algériens pour se tenir prêts à soutenir les combattants, à leur apporter appui et assistance, et à agir de manière disciplinée. C'était pas Thawrat al-Za'atcha ou Thawrat al-Mqrani, ou même celles-là, elles étaient organisées en vérité. Hein. Mais l'appel de l'ALN, il disait que notre combat est un combat militaire. Et d'ailleurs, il y a la référence aux Européens dans les 2 textes. Dans l'appel du 1er novembre, dans l'appel FLN. Oui. Dans l'appel FLN. Et il y a la référence religieuse dans les 2 textes. Mais les autres ne connaissent pas l'appel de l'ALN, donc ils ne se réfèrent pas. Parce que dans l'appel de l'ALN, il est dit que Dieu, Allahu yansur les causes justes. Donc, dès le départ, ce qui veut dire que dès le départ, la question de la victoire militaire, il n'y avait pas d'illusion dessus. C'était une question d'établir un rapport de force pour amener une négociation avec l'occupant. Il y a une solidarité totale entre la déclaration du 1er novembre et la plateforme de la Soumam sur ce point-là. Et la méthode qui a été utilisée dans le Nord constantinois, malheureusement, des dizaines d'années plus tard, on la retrouve dans le 7 octobre, au niveau de Gaza. C'est quasiment un remake de l'attaque du Nord constantinois, et on voit les conséquences. C'est loin de moi de délégitimer le combat pour la libération, pour le combat national palestinien, mais la similitude, elle est importante. Et pour moi, je pense que ce sont les Israéliens qui ont étudié l'attaque du 20 août 55. Et qu'ils ont vu une possibilité d'amener les Palestiniens au même piège. Et c'est ce qui est en train de coûter très très cher aux Palestiniens. Et ça n'engage que moi. Hein. Oui, je comprends, Mohamed, les arguments historiques qui sont là. On ne peut pas évaluer après coup est-ce que Zéro Youssef avait raison ou non. Ce sont les faits. Il ne faut pas moraliser. Ce n'est pas une question est-ce qu'il avait raison ou pas. Oui, non, ce n'est pas une question de moralisation. Attends, Kamal, la question qui a été posée, c'était la méthode de lutte. Est-ce que c'est une insurrection? Et ça rejoint les débats de Zeddine, du comité central élargi de Zeddine. Dans le comité central élargi de Zeddine, le rapport de Sel Hussein et Ahmed, il posait déjà ces questions-là. Est-ce que c'est une insurrection générale des partisans, tout le monde, ou est-ce qu'il faut organiser un combat armé, mais structuré, avec une discipline, avec des objectifs, etc. Mais l'organisation des 6, l'organisation des 6, quand les 6, les 5 plus 1 se sont entendus sur le déclenchement de la guerre, quand ils sont répartis les régions, ils avaient l'autonomie de décider chacun comment organiser la révolution dans son coin. Non, on ne va pas revenir. Moi, ce qui ne m'intéresse pas de revenir, de voir est-ce qu'Amirouche avait raison, ce qu'il a fait en Kabylie, est-ce que Zéro Youssef avait raison. Ça a été tranché au congrès de la Soumam. Ils sont. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, et intéresse les auditeurs, en dehors de l'histoire, de raconter l'histoire, c'est la discontinuité, justement, à Paris 62, entre le projet soumamien, entre la lettre du 1er novembre et la gouvernance actuelle. Si je reprends les déclarations de Abbassi Madani par rapport à la lettre du 1er novembre, sa compréhension, lui, ils ont créé le fils sur la base de
remettre les choses à leur place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lutter contre ceux qui ont créé un État laïque à l'indépendance, contrairement aux valeurs de la lettre du 1er novembre qui stipulait la création d'un État démocratique social sur la base des principes islamiques, mais ils ont oublié que la liberté de culte et la liberté de le respect de la liberté de conscience étaient aussi inclus dans donc ça a créé une divergence idéologique par rapport à la première lettre. Et la déviation qui a été faite en 57 au Caire, quand ils ont carrément perverti les résolutions du Congrès de la semaine, ont contribué à diaboliser les résolutions du Congrès de la semaine. Et notre responsabilité actuellement, comment rétablir les faits? Comment convaincre les Algériens que la lettre du 1er novembre ne stipule pas la création d'un État théocratique, comme le prétendent les islamistes, et le Congrès de la Sommam n'était pas une façon de rejeter le pouvoir militaire sur le civil ou l'intérieur sur l'extérieur, ou carrément la remise en cause de certains trucs. Alors, comment rétablir cette vérité actuellement? Et parce qu'il y a une discontinuité. Nous sommes en train de vivre les contradictions actuellement. Comment rétablir ça? Quel est le moyen, justement, pour dire aux Algériens que le Congrès de la Sommam est une vision qui ne doit pas diviser les Algériens? Et la lettre 1er novembre n'avait pas comme objectif de créer un État théocratique. C'est ça la question, Mahat. Mais loin de là, loin de créer un État théocratique, bien au contraire. Il est stipulé que nous ne dépendons ni de Moscou, ni de Londres, ni des USA et tout ça. D'ailleurs, la force du FLN, si l'on compare la Palestine à l'Algérie, c'est que la direction du FLN n'a jamais été commandée par l'extérieur. Jamais. Ni Bourguiba, ni Gamal Abdel Nasser, ni qui que ce soit. Ça a été la force. Ils peuvent se chamailler entre eux, mais dès que ça arrive à la souveraineté de la lutte de libération nationale, ils sont tous d'accord. Tous unis derrière ce slogan-là. Jamais quelqu'un n'a pu interférer, orienter la direction du FLN, quelle que soit sa composante et quel que soit le temps. Je crois que ça, il faut le souligner. La consécration des principes de la supériorité de l'intérieur sur l'extérieur et tout ça, je pense que c'était difficile à tenir. Ils ont commis une faute monumentale parce que la répression était immense. La preuve, c'est qu'ils ne pouvaient pas continuer. Et ils pouvaient continuer à condition de ne plus être dans la capitale, mais faire exister au niveau de la campagne, au niveau de la montagne et tout ça. Ça, ils auraient pu faire, mais rester à l'intérieur. Est-ce que ça aurait de l'efficacité sur le plan diplomatique? Ça, c'est un problème à résoudre, à analyser. Moi, j'estime, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, qu'on accorde trop d'importance à ce débat-là, parce qu'il y a eu un faux procès qui est intenté à l'armée des frontières. L'armée des frontières a essayé de percer les lignes, elle n'a pas pu. C'est pas qu'elle n'a pas voulu, elle n'a pas pu. Donc, on peut pas dire Blikad qu'il a fait des calculs et tout ça pour prendre le pouvoir. Non, c'est pas vrai. Moi, selon ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, c'est pas ça du tout. Les gens étaient sincères, ils ont essayé ce qu'ils ont pu, ils ont échoué. De ce point de vue-là, militairement, on a été écrasé parce que les frontières ont été fermées par le fait de la supériorité de l'armée française. Mais chez nos dirigeants, c'était clair. À Ben Ramadan, quand il est arrivé à Oujda, lorsqu'il a quitté le territoire national, il est arrivé à Oujda, je ne sais pas où est-ce qu'ils se sont vus. Ali Haroun le dit dans ses mémoires. Il lui a dit non. Pardon? Tétouane. Il lui a dit normalement
dans nos perspectives, 56, c'est la négociation. Les Français ne pouvaient pas soutenir un effort de guerre au-delà de 56. Là, la direction du FLN, donc Abel, s'est complètement trompée. Et je ne sais pas si la perversion est venue du fait que... Vous m'entendez, non? Oui, Si la perversion vient du fait que ils ont quitté définitivement le territoire national ou d'autres choses. Moi, je pense que nous avons à un certain moment sous-estimé peut-être la volonté de la France de rester sur cette terre qu'elle considérait comme la sienne. Hein? C'est ça, oui. Moi, j'ai des témoignages. Mes parents, qu'est-ce qu'ils ont vécu? C'est qu'à partir de 58, c'était plus possible. Ça veut dire que la lutte armée, ça veut dire la LN était presque anéantie. Les maquis, il n'y avait pas, avec le planchard, etc. Il y avait, ils ont séparé de la population, etc. Alors, l'opération jumelle pour la Kabylie. Oui. L'opération jumelle a été déclenchée le 22 juillet 1959. 3 mois après, 75% des effectifs de la Wilaya 3, qui est la wilaya la plus importante à l'intérieur du Nord, ont été éliminés. 75% des maquis. Nous étions la wilaya. Qu'il a fait. Hein? Nous étions la wilaya 4 régions, ils ont une. Il restait quelques moudjahidines. Ma mère elle a travaillé avec eux, ils étaient quelques-uns qui sont restés en fuite. Ils se cachaient parce que les bombardements, isolés, etc. C'est pour ça le combat n'était pas militaire, mais c'était politique, c'est ça. L'intelligence aussi. Politique et diplomatique. Il y a un excellent bouquin qui a été écrit par un Américain. Oui, il y a cet aspect. Il explique tout ça. Et ça, le rôle joué par Aït Ahmed, les dirigeants algériens l'avaient saisi depuis le début, particulièrement chez Hosni Ahmed. D'ailleurs, c'est lui qui a proposé la création du gouvernement provisoire pour négocier et avoir du poids à l'extérieur. Il avait bien vu les choses. Ils ont été reconnus comme étant un gouvernement du pays de l'Algérie, le gouvernement légitime de l'Algérie. Non, Mohamed Yazid me raconte, il a écouté comment comment ils arrivaient à convaincre d'autres pays, comment ils ont joué. Ils étaient extraordinaires, ça veut dire le rôle qui a été joué. Mais aussi, c'est vrai, il y avait des actions qui étaient payantes, comme la grève de 67, 57, etc. Mais ceux qui ont porté aussi, ça veut dire à la cause sur le plan international, sur la grève 57, etc., malgré que c'était payant, comme d'autres. Moi, je voulais revenir au sommet, c'est vrai, sommet, quel que soit maintenant, comme on dit, la révolution, elle est grandiose, on peut pas condamner tel ou tel, parce que c'était ça, c'était le contexte, ou c'était le débat entre des militants, des gens engagés, etc. On ne peut pas condamner. C'est ça. Et son moment est intervenu au moment où il y avait une crise, c'est vrai. Il y avait une crise, il n'y avait pas de coordination. D'ailleurs, il y avait le seul document qui existait, c'est le document de novembre, 1er novembre. Il n'y avait pas d'autre chose. Et on a vu par la suite la construction qui a été construite sur la base. Les régions étaient partagées selon selon l'aspect ethnique, régional, comme il existait dans la réalité, même la répartition. Mais par la suite, on a vu, je sais pas, j'ai jamais compris, et c'est parce que les attaques, c'est pas de l'autre côté, les attaques, elles ont commencé contre Aben, les gens qui ont pris le pouvoir, c'est-à-dire, ils ne sont pas peut-être condamnés avant, mais c'est eux-mêmes qui ont reçu, surtout de la part de Ben Bella, Ali Kafi, etc. Pourtant, je crois Ali Kafi, il a assisté la seconde Ibn Taubel. Il a assisté au congrès de Sommam. Oui, bien sûr.
Et qu'est-ce qu'il m'a dit ouais, C'est la il m'a dit, délégation la plus importante en nombre. c'est ça. Là où il y a deux, il y avait Mm. Zéro Youssef, il y avait Bantobel, il y avait comment il s'appelle, Ali Kafi, et il Il y y a des avait Québec. Nam. Et c'est ça. Il y avait un ancien des Ulama qui est le commandant, comment il s'appelle. Ils étaient cinq ou six. Et c'est ça, parce que je lui ai fait un entretien en 2002, et c'est lui au Massès. Je sais pas, ça obéit à quoi, parce que c'est eux qui ont alimenté l'anti-Aben, je sais pas pour justifier Et pourtant, soit leur pouvoir. il y a un paradoxe énorme, c'est que la Willa 3 et la Willa 2 ont marché la main dans la main de 54 à 62. Oui, oui. C'est D'ailleurs, ils se sont opposés à l'armée des frontières aussi avec la Wilaya 4. Eh. ouais. Donc, nous arrivons à comprendre que les résolutions du congrès de la SOMAM réellement ne posaient pas problème en tant que telles. C'est plus la guerre de la prise de pouvoir qui a engendré tout ce flou autour de. Donc, c'est le maquillage de la prise de pouvoir. Donc, c'est la course au pouvoir qui a été justifiée par des divergences idéologiques à travers la SOMAM et la lettre du 1er novembre. Parce que le peuple algérien, il est dérouté. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi tout le monde diabolise le congrès de la SOMAM, alors que c'était une vision, c'était quelque chose qui a été pensé pour libérer l'Algérie de la France et tracer le chemin de l'indépendance après l'indépendance. Mais c'est ça, donc c'est la guerre. Est-ce que c'est la guerre des pouvoirs? Est-ce que c'est la course au pouvoir des différents clans qui ont fait que ce congrès a été diabolisé? Parce qu'actuellement, on ne peut pas engager de débat entre Algériens. On dit que il est diabolisé par plusieurs groupes. Un autre groupe qui dit, c'est un groupe chaoui, qui est resté un peu à l'écart. On dit pourquoi la Willa 1 n'a pas participé. Comme si les congressistes n'ont pas voulu de la présence de la Willa 1. Or, on a attendu Zéro Youssef qui n'est pas venu. On ne savait pas qu'il était mort. C'est Zéro Youssef sur place qui est là, dans la discussion comme ça, mais il leur a dit mais Ben Boulaïd est mort. Vous parlez de Ben Boulaïd, il est mort. On attendait Ben Boulaïd. C'est son frère Omar qui est arrivé de l'autre côté. Il y a une autre délégation qui est arrivée d'un autre côté. Alors, Omar est venu avec une fausse lettre. Et d'ailleurs, juste après le congrès de la Soumam, on a décidé d'envoyer le mois de septembre. Le mois de septembre, on a décidé d'envoyer Amran Zérout et Zérout pour les intégrer dans les structures. Finalement, c'est Ameroche qui les a suppléés. Et Ameroche est allé les voir dans les OS. Et il y a eu le ralliement d'Adjoul qui a quitté la réunion et qui est parti se rallier. Et là, Ameroche a réussi à intégrer comme une partie de la Willa 1. La Willa 1 a finalement retravaillé normalement et bien comme il faut à partir de 59 et personne ne l'avait exclu. Mais la dissidence qu'ils ont animée à l'intérieur du FLN, du GPA, peut-être sur un certain nombre de points, certainement ils avaient raison, fait que Karim El-Qassim, 2 ans après, ou bien se retrouve minoré au sein des instances alors qu'il était vraiment l'homme le plus fort. Alors, la question que tu poses, c'était quoi, la dernière? C'était ça, c'était la diabolisation. C'est-à-dire que comment s'est faite cette diabolisation? À partir de là, on a diabolisé effectivement la Willa 3. C'était ainsi. Et puis, quant à la diabolisation du congrès de la Soumam, c'est déjà à la fois pour des considérations idéologiques, d'autres de politique, et tout simplement d'exercer le pouvoir. Et malheureusement pour eux, le congrès de la Soumam est sorti et a fait sortir l'Algérie combattante de l'ombre en pleine lumière, et
et on a gagné grâce au fait que le congrès de la Soumam a bien saisi les choses, et ce qu'il fallait faire, ils l'ont bien fait. Ils ont eu un nombre d'exceptions. Nous avons eu un nombre d'exceptions. C'est pas comme ça pour lancer des choses à la légère. C'était à Ben Alban. Ben Alban a compris, il avait une vision des choses, il a compris qu'il fallait soumettre la France pour la négociation et qu'il fallait ne pas sacrifier beaucoup pour ça. Il a essayé de conjuguer les deux données. En vérité, Kamal, la doctrine du combat pour l'indépendance, elle est plus ancienne que la Soumam, elle est plus ancienne que le 1er novembre. La question de la guerre, de la violence révolutionnaire, la guerre des partisans. La guerre des partisans a été arrêtée en 1947 à Zedin, sur la base d'un débat approfondi. Et ce débat-là, il a abouti, en vérité, pourquoi il a été mené? Il a été mené parce que la dernière tentative d'insurrection qui apparaissait comme une tentative improvisée, c'était le mois de mai 1945. C'est la fameuse instruction qui avait été donnée aux lycéens de fomenter une insurrection alors qu'il n'y avait rien de préparé comme condition pour l'insurrection. Ça a amené ces cadres qui étaient des lycéens à réfléchir sur cette histoire d'ordre et de contrôle qui leur a été donnée. Et la question a été abordée dans un comité central élargi du PPA-MTLD qui s'est tenu à Zedin et qui a abouti à la création de l'OS. Ça veut dire que la création de l'OS, elle a été faite sur la base d'une réflexion doctrinale sur les moyens de mener cette guerre des partisans. Donc, il y avait une réflexion, parce que vu que c'est pas de l'improvisation, il y avait une réflexion. Abban connaissait cette réflexion, Sil Hussein connaissait cette réflexion, Belouizdad la connaissait, etc. Le problème, c'est qu'au démantèlement de l'OS en 1950, l'organisation elle a été décapitée. Sil Hussein se retrouve au Caire, donc il est isolé. Il s'est retrouvé d'abord isolé, ensuite il se retrouve au Caire. Abban, il était en prison avec d'autres cadres. Et les cadres intermédiaires de l'OS se sont retrouvés perdus dans la nature parce qu'ils étaient pourchassés à la fois par la police française et par la direction du PPA MTLD. Ouais. On arrive en 1954, les historiens diront ce qu'il en est. Moi, je pense qu'on ne connaît pas toute la vérité sur le processus CRUA à Felen. Les événements de 8 mai 45 ont influencé justement la préparation. Ben oui, j'ai parlé de l'ordre d'insurrection qui avait été donné, puisque cet ordre il existe réellement, et que l'Aïmash et Sil Hussein devaient déclencher la lutte armée en Kabylie en mai 1945. Ils ont eu un contrôle pour ne pas le faire. On arrive à novembre 54. Novembre 54, la déclaration du 1er novembre, c'est pas le wahi, mais c'est le wahi. Elle s'inscrit dans la ligne qui a été arrêtée à Zedin, au comité central élargi de Zedin, pour les gens qui avaient accès à cette ligne-là. Mais tous les gens qui étaient dans la lutte armée n'avaient pas cet accès. Et c'est pour ça que lorsque Abban est libéré de prison en janvier 1955, il va détecter les difficultés qu'il y avait à mettre en œuvre la ligne du comité central de Zedin, et il va mettre en œuvre un plan de redressement de l'action de cette action-là. Et lorsqu'on arrive à la Soumam, donc on a une continuité entre le rapport de Sil Hussein certains disent congrès, certains disent comité central élargi. D'après Harbi, c'est un comité central élargi. Ça veut dire que c'est un comité central auquel un certain nombre de cadres ont été invités pour un genre de conférence des cadres. Donc il y a une continuité entre Zedin
le 1er novembre et la Soumam. Ça, si on veut rester dans l'analyse historique. Maintenant, si on rentre dans l'idéologie, les gens qui ont raté la guerre, eh ben, ils s'attachent à une petite phrase dans la déclaration du 1er novembre ou au fait que la plateforme de la Soumam a redressé les choses. Elle a dit qu'on ne se bat ni pour un régime féodal, ni pour un royaume, ni pour un régime théocratique, et on ne va pas jeter les Européens à la mer. Et ça, elle est d'accord avec la proclamation du 1er novembre, puisque la fameuse phrase qui est citée par les islamistes, restauration de l'État algérien dans le cadre d'une république démocratique et sociale dans le cadre des principes islamiques. D'abord, islamique n'avait pas le sens qu'il revêt dans les années 90 en Algérie. Islamique, ça renvoyait à un musulman. La culture. Contre la religion du Coran, contre le christianisme. Ils ont opposé l'islam au christianisme. La deuxième ligne, la ligne qui est juste en dessous, c'est quoi? C'est les libertés et droits démocratiques sans distinction de race, d'origine sans aucune autre distinction. Ça veut dire qu'il y a un révisionnisme, qui voudrait opposer des textes qui sont inscrits dans une ligne politique définie en 1947. Avant de passer maintenant à la déclaration rédigée en 1945, depuis 1926. C'est ça, exact. C'est ça. 26, c'est l'idée d'indépendance. Que l'idée d'indépendance, elle existe depuis l'État nord-africaine. Mais l'apport de Zeddine, c'est de trancher le moyen de lutte. L'action militaire. Zeddine, disons que l'étoile nord-africaine, elle était dans une culture marxiste. La culture marxiste, elle peut aller vers une révolution de type lutte de classe, comme elle peut aller vers une guerre des partisans. Il n'y a pas de souci. Mais dans le mouvement national, le moment où la question a été réfléchie, étudiée et tranchée, et ça a abouti à la création de l'OS. Et si on veut aller plus loin, c'est que à partir de 1900... Il faut réfléchir au niveau mondial. C'est à partir de la Deuxième Guerre mondiale que l'idée d'indépendance a gagné du temps. Parce que les Algériens ont participé en masse, ont été mobilisés en masse pour ça, ils ont vu qu'ils étaient discriminés. Dien Verfou, c'est 54. Il y a une autre question que les Algériens voudraient savoir aussi, c'est que Tariq a parlé de 56, que le FLN, Krim, ils étaient déjà prêts à la négociation, donc ils ont imaginé que l'issue ne peut avoir lieu que si la France vient négocier, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Donc l'idée de la négociation de l'indépendance était là déjà. Mais ce qui a abouti par la suite avec le plan de De Gaulle d'essayer tout, après on verra. Il a essayé tout, finalement ça n'a rien donné. Il a accepté Ils étaient persuadés que l'idée de la négociation ne pouvait pas dépasser l'année 56. Il y a un élément capital dans cette perspective, c'est les indépendances du Maroc et de la Tunisie. Voilà, oui. C'est l'année 56. Donc, il n'y a pas de raison, quelle que soit l'issue, soit c'est l'indépendance de la Tunisie et du Maroc, soit non pas l'indépendance, ils vont toujours être du côté de l'Algérie. Donc, mais après les accords d'avion, après les accords d'avion, Boumedienne. En 56. Oui, mais on dépasse en 56, mais on est arrivé aux accords d'Évian, donc les négociations sont faites. On trouve celui qui est devenu deuxième président de la République algérienne, Boumedienne par coup d'État, il était contre les accords d'Évian. C'est un jeu de rapport de force. C'est un jeu de rapport de force pour prendre le pouvoir. Lui, il est radical. C'est bien beau d'être radical comme ça. Et il endosse le burnous blanc. Et lui n'a pas de tâche. Il va pas se
se salir les mains avec le colonialisme. Mais ça fait partie de... Où il y avait la tentative de négociation, comment ça s'appelle, de là où il est à 4 en 60. Ça, là. Et il veut, jusqu'à l'Élysée, il est arrivé. Mais dans sa logique boumedienne, on n'accepte pas les accords d'Évian, on continue la révolution, on continue la guerre. Comme c'est très facile d'être contre la négociation, ça te donne une aura extraordinaire. Mais les héros, ce sont ceux qui étaient réalistes et qui voulaient... Qu'est-ce qu'on a perdu en signant? On a eu notre indépendance. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai écouté Talib Ahmed, il disait il n'y avait que Ben Bella qui était contre le Congrès de Sama. Il dit que ceux qui étaient à l'étranger, tous étaient favorables. Ben Bella comme porte-parole de la conjuration autour de Boumedienne. C'est-à-dire que Ben Bella avait été recruté déjà. Il avait été recruté par Boumedienne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la négociation était inscrite noir sur blanc dans la déclaration du 1er novembre. Et la première tentative de solution politique, c'était déjà en 55-56. Ouais. La troisième voie, la fameuse tentative, n'est-ce pas, Tarek? On est à 4 aussi. Non, la troisième voie, c'est la troisième voie a été proposée depuis le mois de septembre 50. Le retour du général de Gaulle, c'était 58. Ah ouais. C'est la paix des braves. C'est la paix des braves. La paix des braves, ouais. La paix des braves, la troisième force et tout ça, ça a beaucoup marché. Jusqu'à ce que c'est Salah aille à l'Élysée. Vous imaginez ce que c'est que ça? Ce que c'est un chef de wilaya, colonel commandant par-dessus le marché et qui se retrouve à l'Élysée. Et même, il y a des choses encore qu'on va découvrir un peu plus tard. En Wilaya 3, il y avait des gens prêts à négocier. Hein. Oui, ça se comprend des fois. Hein. Bah ouais.